Bonjour à tous, en ce troisième dimanche de l'Avent, nous poursuivons notre découverte de visages, des visages qui font du bien, les visages de personnes qui ont galéré dans la vie, qui ont connu de grandes difficultés, mais qui ont su rebondir en allant puiser au fond d'elles-mêmes une force de vie. Alors ce matin, je vous propose d'aller à la rencontre de jeunes qui sont passés par la Fondation Apprentis d'Auteuil, une fondation qui chaque année accompagne des milliers de jeunes en difficulté, en rupture scolaire, familiale et sociale. Ici, ils apprennent une formation et un métier, et vous allez voir que ça marche. Je vous propose de rencontrer Kassim, Niamke, Camélia et Fritz. Bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour David, ravi de vous accueillir ici au sein d'Apprentis d'Auteuil, tout près de la boutique. Voilà, Auteuil Bonnes Affaires, bien connu du quartier. Vous êtes l'une des responsables de cette fondation Apprentis d'Auteuil. C'est quoi l'intuition qui est à l'œuvre ici pour aider ces jeunes? L'intuition, c'est celle d'un prêtre qui a démarré Apprentis d'Auteuil à 155 ans et qui s'est indigné de voir des jeunes garçons dans la rue et qui a souhaité les recueillir ici, d'abord pour leur donner la première communion et puis ensuite pour faire en sorte qu'ils puissent travailler et savoir exercer un métier. Et cette intuition-là, on la met toujours en œuvre aujourd'hui avec cette idée que ce qui fait la différence, c'est la confiance qu'on va placer dans ces jeunes. La confiance, c'est ça le mot. Voilà, la confiance, c'est un mot très très important. D'ailleurs, c'est notre signature, hein, la confiance peut sauver l'avenir. Et derrière ce mot-là, il y a toute l'idée du potentiel que l'on se fait des jeunes. Quand on accueille un jeune à Apprentis d'Auteuil, quelle que soit sa difficulté, quels que soient les problèmes qu'il a pu montrer, quelle que soit l'image que les autres peuvent avoir de lui, nous, on va lui faire confiance et on va lui répéter cette confiance au quotidien. C'est-à-dire qu'évidemment, un jeune qui apparaît, qui vient ici, ça ne se passe pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain qu'il va savoir se redonner les bons repères. Tout ça, c'est un chemin. Et donc nous, on va l'accompagner sur ce chemin et quels que soient les moments où il va tomber, on va à nouveau lui montrer notre confiance. On parle de regard oui. Pendant cet Avant, pour se préparer à Noël, au jour du Seigneur. Bien sûr. Du coup, c'est ça votre regard, c'est un regard de confiance sur les jeunes. C'est un regard de confiance et c'est une manière d'avancer avec eux. On considère chacun des jeunes comme une personne qu'on va accompagner dans l'ensemble de ses dimensions. Alors évidemment, quand on parle de ça, on a abordé le sujet il y a quelques minutes sur la question professionnelle, c'est-à-dire le métier, l'apprentissage, reprendre des apprentissages. Souvent, les jeunes qu'on accompagne ont quitté les apprentissages depuis un moment. C'est souvent des jeunes qui ont décroché du milieu scolaire, en rupture parfois de leur milieu familial également. Voilà, et donc on va reprendre tout ce travail-là, mais au-delà de ça, on va aussi leur proposer de regarder les choses du côté des arts, du côté du sport, du côté de la rencontre avec d'autres, du côté du dialogue interculturel, du côté des projets de solidarité, pour que ce soit bien une personne qui se construise, pas seulement sous l'angle professionnel, qui bien entendu est très important, mais aussi sous tous les angles de sa personne, pour que demain, ces jeunes soient capables, comme le disait le père Brotier, de devenir des hommes et des femmes debout. Chaque jeune que vous accueillez a vraiment un talent à développer. Bien sûr. C'est pas du langage bisounours, c'est ça? Non, mais bien sûr, on y croit. Chaque jeune a un potentiel et a quelque chose à faire dans cette société. Certains des jeunes qu'on accompagne peuvent aujourd'hui être en difficulté et demain avoir un métier tout à fait intéressant, voire revenir pour accompagner d'autres jeunes. Donc il y a cette forme d'engagement qu'on va aller chercher aussi et qu'on va leur permettre de développer. Et ça marche? Et ça marche, bien sûr que ça marche. Sinon, on ne serait pas là depuis 150 ans. Donc, ça marche, c'est difficile. Je ne vais pas vous dire, vous avez parlé de mots de bisounours tout à l'heure. C'est difficile. Je vous disais, il y a évidemment des chutes, il y a des moments compliqués, il y a des moments où il peut y avoir de la violence. Mais on va chercher à consolider quelque chose qui va lui permettre d'avancer progressivement. C'est un chemin, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ça peut être long, ça peut être court ou long, peu importe d'ailleurs, mais on arrive toujours à quelque chose. Et on va voir que c'est aussi une aventure collective. Merci Pascal. Voilà, merci à vous. Bon, voilà.
là, il fait un peu froid, là-bas. Ici, à la Fondation Apprentis d'Auteuil, les jeunes apprennent bien sûr un métier. Donc en fait, tu vivais juste par là, toi. Ouais, juste. Ouais, il y avait sa femme tout en haut, là, sur la tour Eiffel. Mais certains, comme Cassim, trouvent une famille. Il revient régulièrement à la Fondation pour être suivi par Hermine dans ses démarches administratives actuelles. Cassim a une histoire assez incroyable puisque tu es un ancien de cette fondation. Ouais. Tu as vécu ici. Quand tu es arrivé d'Afghanistan, tu n'avais pas 18 ans à l'époque, aujourd'hui tu en as 24. Quelle était ta situation quand tu es arrivé ici en France ? Depuis que je suis arrivé en France, je me suis trouvé d'abord dans la rue. Tu vivais dans la rue ? Ouais, je vivais dans la rue et ensuite pendant 3 mois. Et après, je me suis fait demande d'asile. J'ai fait demande d'asile. Tu as fait une demande d'asile ? Ouais. Ils m'ont donné un hôtel pendant quelques mois. Et après, c'est eux qui m'ont envoyé ici. Quel souvenir tu as, ton premier souvenir ici à la Fondation d'Auteuil ? Premier souvenir, premier jour que je suis arrivé à la Fondation d'Auteuil, première éducatrice qui m'a aidé, c'était incroyable pour moi. Parce qu'au premier jour, elle m'a accompagné au magasin pour acheter des choses. Et je me sentais vraiment bien. Parce que j'ai dit, si j'ai laissé mes parents en Afghanistan, mais si j'ai trouvé comme mes parents qui m'aident pour tout. Je pense que Cassim, il est heureux d'avoir trouvé la chaleur d'un foyer et puis d'avoir trouvé des adultes qui ont pu l'aider dans ses démarches, qui ont pu l'accueillir et le considérer comme un humain, en fait. Après ce qu'il a pu vivre pendant ces mois d'errance dans la rue. En fait, en France, par contre, j'ai trouvé tout. Le sport. Et... Un métier ? T'as trouvé un métier ? Ouais, métier. Des études ? Des études. Mais est-ce que tu es fier, toi ? Ouais, bien sûr, je suis fier de qui était au Fondation d'Auteuil. Nous, on est aussi très fiers de la réussite de Cassim. Lui, il peut être fier. Merci. Nous, on est fiers surtout de l'accompagner parce que Ouais, merci. c'est pas donné d'avoir tout le temps un jeune Après, avec... vraiment, les équipes qui travaillent au Fondation d'Auteuil, elles sont vraiment gentilles. Ouais. Et puis, il y a autre chose aussi, Cassim, je pense qu'on peut en parler. Tu as déposé une demande de naturalisation. Ouais. Tu veux devenir français ? J'espère. Ouais, je sais pas qu'elle me donne ou pas. Ouais. Et j'ai fait ça, ouais. On espère vraiment, on espère, on attend la décision. Et c'est important pour toi de devenir français ? Bien sûr. Qui ne veut pas être français ? Merci à tous les deux. Merci. Merci. Aujourd'hui, en France, il y a 30 000 jeunes scolarisés, accompagnés ou suivis par la Fondation des Apprentis d'Auteuil. Exemple ici à Bougnay, dans la banlieue de Nantes. J'ai rendez-vous avec Camélia. Elle a 16 ans. Elle suit une formation hôtelière dans la région. Bonjour. Bonjour Camélia. Ça va ? Ça va très bien et vous ? Bien, on va à ton travail parce que tu es au lycée hôtelier de la Fondation d'Auteuil ici, Oui. à Bougnay. Et tu travailles aussi dans un restaurant en apprentissage, Voilà, qui est tenu, on va le voir, par un ancien aussi des apprentis d'Auteuil. Oui. Comment tu t'es retrouvé aux apprentis d'Auteuil ? Alors, au début, j'étais dans un lycée adapté aux jeunes en difficulté parce que j'ai une hyperactivité. Et du coup, au début, c'était très compliqué de m'entendre avec les profs. Et ensuite, on m'a clairement dit d'aller dans un autre lycée avec un niveau beaucoup plus élevé parce que j'étais la meilleure du lycée. Et il fallait que je parte. Et moi-même, je voulais partir parce que ça me tenait à cœur de partir et d'aller aux apprentis d'Auteuil parce que j'en avais déjà entendu parler. Et au début, j'avais fait un stage au mois d'août de l'année dernière. Le restaurant où tu travailles ? Voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis sentie pas à l'aise au début. J'étais très stressée, j'arrivais à rien. Et au final, je me suis inscrite aux apprentis d'Auteuil. Justement, ça m'a beaucoup plu. Et justement, j'ai... Alors, au-delà du métier, on va voir ce que tu fais au restaurant. Mais au-delà du métier, qu'est-ce que tu as appris là-bas aux apprentis d'Auteuil ? J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris surtout à me gérer moi-même. À gérer tes émotions ? À gérer mes émotions parce que j'ai de grandes difficultés à gérer mes émotions.
T'as l'impression de te découvrir toi-même aussi un peu des qualités. Oui, je me découvre beaucoup de qualités. Je savais pas que j'étais capable de tout ça justement et je suis très contente aujourd'hui d'être chez Timebox. Eh ben on y va, on va aller voir ce restaurant. Ok. Tu nous emmènes. Bonjour. Bonjour Camélia. Ça va, chef? Et toi? Tiens, tu me mets 6 samoussas là sur la plancha, vas-y, s'il te plaît. Niamke, merci de nous accueillir dans le sein des saints, la cuisine de ton restaurant. Merci, bonjour. C'est quoi ça par exemple? C'est des samoussas. Ouais. Et tes apprentis, dont Camélia qu'on connaît déjà, qu'est-ce qu'ils font là? Là, ils sont en train de assaisonner en fait la souris d'agneau avec du poivre et du sel. Ils sont en train de l'assaisonner, on va la cuire pendant 11 heures de cuisson. On va faire une sauce fruits de la passion baobab. Ça, c'est une de tes spécialités? C'est une de mes spécialités. Spécialité de la maison. Donc voilà. Bon, Camélia, Niamke, c'est un patron sympa, j'espère? Très très gentil. Qu'est-ce qu'il représente ce restaurant pour toi ici? J'ai l'impression que ça représente un peu plus qu'un simple lieu de travail. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, ça représente une famille. J'ai le chef, c'est comme un père que j'ai jamais pu avoir. Et justement, j'en suis très reconnaissante vers lui. Il m'a accepté tel que je suis et je m'y attendais pas du tout. Et au jour d'aujourd'hui, je me sens très bien ici. J'ai des collègues formidables, ils sont super. La patronne est super. Franchement, je me sens très bien ici. T'entends ça, Niamke, quand même, ce qu'elle dit de toi, Camélia? C'est une belle relation, ça. Bah ouais, c'est plus qu'un patron, quoi. C'est le père qu'elle a pas eu. Bah souvent, oui, non, c'est sûr que moi, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que je crois beaucoup en elle. C'est mon bébé, quoi. C'est ma petite... Ça veut dire que tu apprends plus qu'un métier, tu transmets autre chose. Je transmets autre chose. Oui, le partage. Niamke, tu as été formée à la cuisine aux apprentis d'Auteuil. C'était quoi ta vie avant de découvrir la maison Daniel Brottier? Ma vie avant, je faisais beaucoup de bêtises. Franchement, je vais pas mentir, je faisais énormément de bêtises. J'ai été placé à l'aide sociale à l'enfance et PJJ aussi, police judiciaire, par rapport aux bêtises que j'ai faites, et puis aussi à l'aide sociale à l'enfance. Et puis après, suite à cela, à la maison Daniel Brottier. Mais avant, ma vie, elle était... Ça a été quoi le déclic? Le déclic. Est-ce que tu as un souvenir? Bah, j'ai rebondi le jour quand je me suis retrouvé à la maison Daniel Brottier et que ma sœur m'a annoncé qu'elle était malade. Et elle était atteinte de leucémie. Et suite à cela, en fait, je continuais toujours à faire mes bêtises. Et après, quand elle est partie, bah, j'ai eu un déclic en me disant, voilà, j'ai plus personne. Donc, j'ai que moi à compter sur moi-même. Puis avec l'aide des éducateurs et petit à petit, j'ai pris le dessus, quoi. Ouais, et comment t'as pris le dessus? T'es allé chercher quoi au fond de toi-même? Bah, j'avais une philosophie que ma sœur elle m'a léguée, entre guillemets. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et donc j'ai essayé de m'aider du mieux que je pouvais, avec l'aide des éducateurs toujours. Et j'ai continué dans cela, je me suis battu. Et vu que j'aimais beaucoup la cuisine, pour moi, en fait, la cuisine, c'était fait pour moi, parce que j'étais beaucoup en colère. En colère contre la vie, contre plein de choses. Et je m'énervais beaucoup au sein de la maison Daniel Brottier. Et ils arrivaient quand même, mine de rien, quand même un peu à me canaliser. Il y avait certains éducateurs, comme une directrice adjointe, Sylvie Blondeuil, qui arrivait vraiment, qui a beaucoup cru en moi, donc qui arrivait quand même à me canaliser, à me dire tout va bien se passer. Et puis je voyais aussi la psychologue de la maison Daniel Brottier, Estelle. Et avec tout ce beau petit monde, je me suis dit là, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de les décevoir. T'as changé de regard sur toi-même? J'ai changé de regard sur moi-même directement. Avec de la confiance? Avec de la confiance. Avec beaucoup de confiance, et je me suis mis à fond vraiment dans la cuisine. À fond. Et j'ai essayé pas mal de choses, vu que je suis originaire de la Côte d'Ivoire, je suis originaire de l'Afrique. J'ai mélangé cuisine européenne, asiatique et africaine, et après... et ça donne beaucoup de choses, ça donne ce restaurant. Alors, on a vu
avec Camélia, tu embauches beaucoup de jeunes qui sont en difficulté, en apprentissage. Pourquoi ça te tient tant à cœur? Ça me tient à cœur parce que j'ai envie de transmettre, le métier que j'ai appris, et la vie aussi que j'ai eue me permet de les comprendre, de comprendre ces jeunes en difficulté. Quand vous avez un jeune, une jeune comme Camélia, qui a un passé qui est assez lourd, un manque de confiance, et elle a fait d'autres établissements avant le mien ou quoi que ce soit, donc personne ne croyait en elle et tout ça, il n'y avait pas eu ce déclic. Et moi, je l'ai pris avec ma femme. Je me dis, il y a quelque chose à en faire. Faut pas la lâcher. Parce que si tu la lâches, ça fait comme si, en fait, ce que moi, on m'a inculqué au niveau de la maison Daniel Brottier, ça fait comme si, en fait, j'ai abandonné, en fait. Parce que moi, les gens, ils m'ont pas abandonné. Pourtant, je faisais des bêtises, des conneries. J'aurais pu être viré au sein de la maison Daniel Brottier. J'aurais pu, partir en cacahuète. Mais ils ont cru en moi. Donc, cette gamine qui est en difficulté, pourquoi pas on croit en elle? Donc, c'est à partir de ce moment, j'ai dit, je vais vraiment m'occuper des jeunes. Par expérience, c'est quoi la clé qui permet dans la relation de relever le jeune qui est en difficulté et qui galère? C'est quoi ce quelque chose? Ce quelque chose, c'est être là pour les gens, les écouter, une oreille, une écoute, rigoler avec eux, leur faire voir autre chose, leur dire voilà, je crois en toi, tout va bien se passer. Quel que soit ce que tu vas faire, quel que soit ce que les difficultés, les emmerdes ou quoi que ce soit, je serai toujours là. Comme je leur dis souvent, je dis vous avez le vis, mais moi j'ai le tournevis. Donc, vous pouvez pas me la faire à l'envers. Je suis passé par là et ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'aujourd'hui ma petite Camélia, qui est comme ma fille, je la prends comme ma fille, Et aujourd'hui cette petite Camélia, en fait quand elle n'est pas là, on sent vraiment dans la cuisine, il manque quelqu'un. Il y a quelque chose qui manque. Même Mathis, même s'il est calme. Il me manque quelque chose. Et leur sourire, leur joie de vivre, parce que j'ai envie de vous dire, pendant le Covid, c'était très dur pour moi. Moi, il y a eu un moment donné, j'ai voulu abandonner. J'ai voulu tout plaquer. J'ai voulu dire, stop, je suis fatigué. Mais j'ai tenu bon. Pourquoi? Par rapport aux écritures, qui racontent en fait sur les murs, qui dit, tu viens de loin, tu peux pas abandonner. Et deux, ces jeunes qui sont rentrés dans ma vie, qui croient en moi, qui ont foi en moi, qui ne veulent pas que je les déçoive. Et eux aussi, ils ont peur aussi de me décevoir. Donc je dis, je ne peux pas abandonner. J'aimerais conclure avec un projet que tu as en Côte d'Ivoire. Tu as acheté des terrains pour construire un lycée hôtelier. Ouais. C'est un projet, quand je suis rentré dans la cuisine et quand j'ai quitté mon pays d'origine, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que je peux apporter en fait à la jeunesse ivoirienne? Je sais que la Fondation d'Auteuil, ils sont partout dans le monde. Je me dis, pourquoi pas moi aussi réaliser un truc comme ça, permettre à des jeunes, que plutôt des jeunes qui prennent le bateau, venir à la nage, qui meurent et tout ça. Je dis, moi j'ai envie d'aider mon pays. Ici en France, j'aide des jeunes qui sont sortis. Mais il y a des jeunes aussi en Afrique aussi, qui ont aussi besoin aussi de moi, de mon expérience, leur permettre de leur dire, tiens, on peut rester là et on peut bâtir quelque chose de grand, sans besoin de quitter notre pays, et on peut développer, créer une richesse en restant là en fait. Donc du coup, c'est un projet, moi, qui me tient à cœur, et c'est là où le père Brottier, je continue son œuvre, mais en Afrique. Merci Niamke. C'est moi qui vous remercie en tout cas. Retour à Paris à la rencontre d'un autre ancien des apprentis d'Auteuil qui est devenu un artiste accompli et reconnu. Il nous attend sur l'un de ses chantiers. De nombreuses entreprises font appel à son talent pour le moins original. Salut Fritz. Salut. Ça va? Ça va et toi? Merci pour l'accueil. Non, c'est un plaisir. On dit que tu es origamiste, c'est ça? Oui, alors origamiste, mais bon, je dis souvent plieur de papier, je trouve que c'est... Tout simplement. Exactement. C'est ce que tu fais, hein? Oui, c'est l'une de mes créations, oui. Et c'est quoi? Là, en fait, c'est comme si on était sous l'eau. Ouais. Donc, tu as le dessous d'une barque. Et comme la barque, elle avance dans ce sens-là, en fait, les autres panneaux, en fait, c'est le mouvement que font les vagues au fur et à mesure que la barque avance.
Bah, c'est très beau. Merci beaucoup. Puis tu as une histoire passionnante, on va en discuter tout de suite. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Plieur de papier, Fritz. Oui, absolument. Quel métier original. T'as toujours eu ça en toi? Oui, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est quand j'étais petit que j'ai appris à l'école. Et petit à petit, en fait, ça m'a suivi tout au long de ma vie. Alors, 15 ans, ta vie, c'est quoi quand tu es adolescent? T'es en échec scolaire? Totalement. Et tu flirtes avec la délinquance. C'est ça, c'est exactement ça. Sachant que, en fait, je vivais dans une ville où, on va dire que les tentations étaient multiples. En banlieue parisienne. Absolument. Et donc, du coup, oui, à un moment donné, oui, j'étais assez en danger. Voilà. Tu te retrouves devant le juge. Absolument, le juge Lafont. Et là, il se passe quoi? Là, il se passe plein de trucs parce que c'est pas un juge, c'est quand même le juge, quoi. Qui, je dirais, en fait, aujourd'hui, si je dois remercier quelqu'un après coup, c'est vraiment lui parce que c'est vraiment l'un des premiers adultes qui a vu qui vraiment j'étais en dessous de ma carapace. Et après m'avoir remonté les bretelles à de nombreuses reprises à sa façon, c'est lui en fait qui m'a, on va dire, trouvé une éducatrice, une assistante sociale en fait pour pouvoir m'éloigner de mon lieu de domicile pour que je puisse grandir, je dirais, un peu plus sereinement. C'est comme ça que tu te retrouves dans un foyer des orphelins apprentis d'Auteuil. À l'époque, ça s'appelle comme ça, les apprentis d'Auteuil. Oui. Mais ce juge, en tout cas, il t'a vu comme tu étais, en fait. Exactement. Il a vu ton vrai visage. Totalement. Et en fait, quand on a 15 ans et qu'on se construit une fausse identité pour pouvoir paraître plus costaud, plus nerveux, plus vulgaire, et j'en passe, et quand vous tombez en fait devant quelqu'un qui représente la loi, et en fait qui est là tout simplement pour pouvoir en fait mettre une sentence, et que cette personne-là vous dit assieds-toi. Et là, du coup, c'est plus le juge qui vous parle, en fait, c'est un grand frère qui vous dit mais assieds-toi, faut qu'on parle. Parce que toi, en fait, quand je te vois, je vois que tu as un bon fond. Alors tu fais les caïds, mais en attendant, moi je trouve que tu as un bon fond. Donc il y a deux choix. Soit, en fait, je te laisse dans le système et que du coup, le système t'emmènera où je ne sais pas, ou soit, en fait, je t'aide. Aux apprentis d'Auteuil, absolument. Tu apprends cette même dynamique, changer le regard que tu as sur toi-même, à t'accepter. Qu'est-ce que tu apprends là-bas? Aux apprentis d'Auteuil, la première chose qu'on apprend malgré soi, c'est à se calmer. En fait, à calmer cette colère, cette rage qu'on a en soi, en fait. Parce qu'on arrive, on est en colère contre la terre entière, on en veut à tout le monde. Et le pire de tout ça, c'est qu'on ne sait même pas pourquoi. C'est que, en fait, le quotidien, les rencontres, les bagarres, en tout genre, hein, c'est se bagarrer dans la rue, c'est pas se bagarrer physiquement, c'est le regard, en fait, des gens, le jugement. Et en fait, quand vous arrivez aux apprentis d'Auteuil, on rencontre en fait d'autres adultes, d'autres types d'adultes qui sont plus en fait dans la couleur du juge Lafont. Des adultes en fait qui sont des professionnels, mais au-delà en fait de la profession, qui sont des passionnés, qui sont vraiment investis, qui ont envie pas de vous aider, mais qui sont juste là pour vous écouter. Donc dans un premier temps, c'est calmer ce feu. Et donc ils vous laissent, ils vous observent, ils vous parlent et ils essayent. Et donc voilà, dans un premier temps, c'était vraiment ça. Arriver, pose tes bagages, fais le tour du propriétaire et on voit ce qu'on fait après, quoi. Et comment est née cette confiance en toi qui t'a permis quand même de devenir artiste reconnu? Alors, je vais utiliser les mots d'une éducatrice qui m'a beaucoup apporté, qui s'appelait Aline. Et en fait, Aline, elle me disait en fait qu'il fallait apprendre à, au-delà de faire confiance, à utiliser les personnes ressources qui sont autour de nous. J'ai appris, grâce à ces personnes-là, qui j'étais, ce que j'appréciais réellement, comment les gens me percevaient et quels étaient mes points forts et mes points faibles, du moins à travers un regard bienveillant. Et c'est petit à petit avec ça que je me suis construit. Et comment tu es devenu artiste?
Alors, artiste, je dirais, c'est un peu un grand mot. Je pense que c'est un peu un état d'esprit. Moi, j'étais toujours un peu... Alors, faut savoir qu'à la base, j'étais plus voué à une carrière sportive. Donc, j'étais pas mauvais au basket. Donc, tout le monde pensait que j'allais finir basketteur professionnel. Et un jour, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que mon corps pouvait supporter des entraînements très poussés, mais ma tête avait besoin en fait de se dépenser elle aussi pour se mettre au repos. Et du coup, l'origami m'apportait en fait ce repos-là. Au début, j'exposais dans les MJC parce que comme j'étais devenu animateur, c'était plus facile. Après, j'exposais dans des restaurants. Après, j'exposais un peu partout où les gens en fait appréciaient ou découvraient mon travail. Jusqu'au jour, il y a une galerie en fait qui m'a appelé. Et donc, j'ai fait mes premières entrées en galerie de cette manière-là, sur un appel d'un couple qui m'a fait confiance. Aujourd'hui, tu exposes dans des galeries, des entreprises, des grandes entreprises Absolument. qui font appel à toi pour décorer leurs locaux, C'est ça. des lieux prestigieux, notamment à Paris. Quand tu regardes le chemin parcouru, ton propre chemin parcouru, entre ce gamin de 15 ans qui galère en banlieue parisienne, qui a 2 doigts de délinquance, et aujourd'hui, quel regard tu as sur toi-même? Oui, il y a une certaine fierté, mais il y a aussi une phase un peu d'incompréhension. Parce que souvent, je me disais, petite anecdote, une fois, en fait, je me suis retrouvé dans un lieu qui est un casino, parce qu'il y a plein de casinos qui ont fait des galeries d'exposition, et j'arrive dans une salle où il y avait que des hommes d'affaires ou des hommes habillés avec, je crois qu'avec leur montre, ils couvraient mes frais de l'année, je crois. Et du coup, quand le directeur du casino m'a présenté, tous ces hommes, en fait, se sont figés. Ils ont commencé à me regarder, à me parler, mais comme si j'étais au même niveau qu'eux. Et je pense que c'est au gré de ces petites rencontres un peu fortuites comme ça que j'ai compris que mon travail était apprécié, pas forcément que par les personnes qui m'appréciaient moi, mais aussi par des personnes qui me connaissaient pas. Et en fait, de rencontre en rencontre, de discussion en discussion, du coup, les personnes m'ont fait confiance. Mais c'est vraiment la clé, en fait. C'est une rencontre, de la confiance. Et du coup, tu réalises quelque chose, ça plaît, et après, du coup, une autre personne te rencontre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand je regarde mon CV, ce qui est particulier, c'est que j'ai réussi à accéder à des lieux où, en tant que junior Friedjacket, l'homme, pas l'artiste, moi-même, je me dis, mais comment j'ai réussi à mettre les pieds là, quoi? Mais comme quoi, c'est possible. Totalement. Et quel conseil tu donnerais au jeune Fritz qui a 15 ans aujourd'hui, le toi d'aujourd'hui? Commence par avoir confiance en toi. Fais confiance à tout le monde, mais aux bonnes personnes. Et en fait, ne juge pas trop vite. Et voilà. Et de temps en temps, desserre un peu les poings, quoi, parce que ça montre ton côté un peu plus accueillant. Et du coup, en fait, les gens viennent à toi beaucoup plus naturellement, quoi. C'est ça que je dirais. Merci, Fritz. Merci beaucoup.